Voilà, donc j'ai choisi le titre Pas de paix au Moyen-Orient sans le retour à un monde multipolaire civilisé, c'est important, régi par le droit international bien sûr. Contester l'hégémonie occidentale est-elle soluble dans le nouvel ordre en gestation? Je mets un point d'interrogation, c'est dire que je n'ai pas la réponse. Alors, je commencerai, voilà. Le 27 août 2019, le président Emmanuel Macron ouvrait la conférence annuelle des ambassadeurs et prononçait le traditionnel discours présidentiel devant les représentants de la diplomatie française. Il utilisait une formule qui fera sensation, à juste titre. Je ne pense pas que ça avait été dit par un président avant. Il disait, mot par mot, nous sommes probablement en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués depuis le XVIIIe siècle à l'hégémonie occidentale, sans doute française au XVIIIe, britannique au XIXe et américaine au XXe. Le monde assiste à l'émergence de nouvelles puissances dont nous avions longtemps sous-estimé l'impact. La Chine, la stratégie russe, l'Inde qui émerge, etc. Des États-civilisations, avec la trait d'union, qui viennent bousculer l'ordre politique, mais aussi bousculer l'imaginaire de l'ordre occidental et rebattre les cartes. Ce qu'on appelle en fait la gestation d'un nouvel ordre mondial. Il ne le disait pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut conclure. C'est comme ça, c'est bien ce qui se passe actuellement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de traiter en un quart d'heure tous les tenants et aboutissants de cette confrontation internationale, dont l'enjeu est la remise en ordre, donc de l'ordre instauré non pas de toute éternité, mais il y a 30 ans, suite au sabordage de l'URSS, en 1990. C'est ça, 30 ans. Et le titre de mon intervention n'a rien d'arbitraire, parce qu'il y a bien une liaison étroite entre la paix au Moyen-Orient, qui est le thème central de ce séminaire, de cette conférence, le droit international et l'ordre du monde actuel en gestation, rappelons-le, qui se déroule entre le bloc atlantique et le bloc eurasien, sino-russe et ses alliés, iraniens, etc. Et le bloc atlantique, je ne vous ferai pas un dessin. Pourquoi attribuer une telle importance au Moyen-Orient? Alors il y a certains politiciens ou experts qui, ça les agace qu'on donne. Pourquoi vous parlez tant du Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, ça n'est que le Moyen-Orient, après tout, ce ne sont que des Arabes et des musulmans. En fait, il y a un petit peu de ça derrière l'indignation. Alors il s'indigne de l'importance donnée à cette région et il suggère parfois même de la zapper purement et simplement et de la passer à autre chose. Ces analystes invoquent des arguments qui sont inspirés par une suffisance habituelle de l'élite occidentale qui estime que l'Occident font et l'humanité, entre guillemets, et que les 9/10 ne sont bien que des figurants, notamment s'ils sont arabo-musulmans. Je ne fais pas de misérabilisme, mais enfin c'est un petit peu ça quand même la pensée fondamentale. Alors, ils considèrent en plus, pour étayer leur raisonnement, que les Arabes, certes dans le grand Moyen-Orient, même de George Bush, constituent la grande majorité enfin, de la région, dont on compte, je crois, 430 millions d'arabophones en 2022, ce qui est considérable évidemment, mais ils ne constituent pas tout le grand Moyen-Orient. Mais on y compte, comme il a été dit tout à l'heure, d'une forme ou sous une autre, aucune puissance dominante, entre guillemets, à l'heure actuelle. Alors on attribue ceci la perte de l'importance stratégique du gaz et du pétrole, une perte d'importance qui est très très discutable si on en juge par les fondamentaux. Le chaos prévalant dans ce vaste ensemble, bah oui, mais il a été fait par qui ce chaos dans ce vaste ensemble? Il existe. La difficulté à établir ou à rétablir une relation confiante avec les gouvernements et avec les peuples, en faisant sembler d'oublier l'impact de la colonisation. Alors je ne fais pas non plus de dire les bons et les méchants, mais enfin il y a quand même un peu ça dans la réalité. Alors, dans ces conditions, en fait, il pose la question, pourquoi donner une place centrale au Moyen-Orient, notamment à la Syrie, au Liban, à l'Irak, à la Palestine, à l'Égypte, également à l'Afrique du Nord, et on pourrait à l'Iran, etc., etc. Et à des pays souvent déstabilisés et parfois ruinés, et même souvent ruinés par les phénomènes que j'ai indiqués. Et de vanter, alors ces mêmes stratèges en fait sont contents parce qu'ils tombent en admiration devant la stratégie qui porte un nom très très joli qui s'appelle la stratégie du pivot. Alors elle consiste, c'était la stratégie qui avait été annoncée par Obama, qui fait l'objet de l'adulation de beaucoup d'intellectuels, mais qui avait quand même un petit va-t-en-guerre comme dans son genre. Une stratégie qui consiste à délaisser le Moyen-Orient, puisque on peut lui attribuer les défauts que je viens de citer, après l'avoir détruit, pour aller vers la Chine, ce qui impliquerait implicitement de reléguer au second rang les Russes, l'ennemi numéro 1 de la guerre froide, mais si on veut bien en juger par les événements d'aujourd'hui, et ce qu'on entend dans la presse, les médias et parmi les élites, c'est l'ennemi numéro 1, désormais, notamment du bloc occidental.
passerai le Moyen-Orient. Alors le Moyen-Orient, oui, c'est une affaire de géopolitique et on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, et beaucoup de destructions, beaucoup de chaos, et que quand on lit les textes et les théories américaines, des think tanks américains, des tankistes de la pensée américaine, eh bien, on s'aperçoit qu'il est souvent question de Moyen-Orient. Ils concernent tous le Moyen-Orient. Désolé pour les stratèges qui pensent autrement et qu'il faut passer à autre chose, c'est comme ça, le Moyen-Orient. Alors, au fond, c'est une affaire, moi je dis, c'est une affaire de c'est la faute à la géopolitique. Alors la géopolitique, c'est une discipline prétentieuse, qui a une allure prétentieuse, mais il faut la démystifier parce qu'elle n'est pas si prétentieuse que ça, et elle peut être un précieux secours. Elle a été créée par des anglo-saxons, finalement, enfin ceux qui l'ont codifiée, notamment la théorie du Heartland, du Rimland, ce sont respectivement un Britannique, d'abord, et puis un Américain, d'autre part. Le Heartland, c'est le cœur du monde, et le Heartland, le Rimland, la ceinture du cœur du monde, ça c'est un Américain. Et c'est pas pour rien, et à des moments, finalement, c'était le début du XXe siècle, le 20, et puis la fin de la Première Guerre mondiale, et le deuxième, c'était en plein courant de la Deuxième Guerre mondiale. Spitman et Mackin. Mais je ne veux pas vous abrutir de détails, je ne veux pas jargonner, hein, en fait, je voudrais rappeler seulement. Alors, d'après la géopolitique, donc les fondamentaux de cette discipline sont définis donc, par des auteurs anglo-saxons, donc ils justifient un petit peu ce qui se passe dans le monde. Ils sont très marqués par leur origine, comme n'importe qui, et ils justifient un peu, au fond, le fait que le monde ait été occidental depuis si longtemps, et qu'il le soit resté jusqu'à maintenant, en gros. Alors, les fondamentaux, c'est les auteurs anglo-saxons. On notera donc ces auteurs anglo-saxons, les deux pères fondateurs, si je puis dire, sont les produits de ce que la géopolitique appelle les empires de la mer, qui sont ancrés dans une catégorie de pays qu'on voit sur le globe, sur les îles offshore et les territoires périphériques. Vous savez bien ce que ça veut dire, mais au sein de ces territoires, on note les îles britanniques, les Amériques, et donc les États-Unis d'Amérique, l'archipel japonais, l'Australie, etc., etc., etc. Des puissances maritimes qui sont sensibles à l'appel du grand large, leurs fondateurs ont été se percher dans des régions lointaines en franchissant les mers et les océans, et à l'appel du grand large et à l'esprit de conquête. Au début du XXe siècle, donc la théorie c'est le Britannique Alfred Mackinder qui expose sa théorie du pivot de l'île-monde. Ça correspond comme par hasard à l'espace russo-sibérien. Donc c'était l'Union soviétique, si on veut, et ses alentours, mais c'est le pivot. Quand on regarde vraiment, ça correspond à l'espace russo-sibérien. L'Union soviétique en quelque sorte. Bon. Et il y avait pas le dicton, mais l'adage, le corollaire, c'était que qui contrôle le pivot est per nature presque le maître du monde, presque de naissance, et qui contrôle le pivot peut contrôler l'île-monde. L'île-monde, c'était les 3 continents habités de l'ancien monde, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ensuite, pour la géopolitique, alors le pivot, ça c'est le pivot. La Seconde Guerre mondiale, donc le concept de Rimland. La ceinture, ça veut dire, je ne vous ferai pas l'injure alors la ceinture, il y a plusieurs parties. La ceinture, elle inclut normalement des pays comme la Chine, comme l'Inde, ça inclut l'Europe continentale dans son ensemble, pas la Grande-Bretagne, mais l'Europe continentale, qu'elle soit méditerranéenne ou pas, et puis ça inclut, là, ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent parfois la ceinture verte arabe et musulmane, la ceinture verte musulmane, c'est-à-dire l'Asie centrale, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et depuis la fin de la colonisation, toute l'Afrique. Il y avait une partie qui était zappée dans cette théorie, c'est qu'il y avait plein de pays qui étaient encore sous le joug colonial, et donc ils étaient coloriés, si je puis dire, aux couleurs des empires coloniaux. L'Asie centrale aux couleurs de l'Union soviétique, ensuite les autres pays coloriés au nom de le rose de l'Empire français, et les autres la couleur de l'Empire du Commonwealth, de l'Empire britannique. Alors pour la géopolitique, cette ceinture donc, elle constitue autour du pivot, donc de l'espace russo-sibérien, un glacis, c'est-à-dire une protection, où il peut se faire, ou des alliés, ou des clients, éventuellement. Mais il peut s'y faire, s'il laisse l'ennemi s'y établir, c'est un danger pour lui. Pour la géopolitique, par contre, les empires de la mer ne veulent pas faire le déplacement pour rien. Ils ont un peu l'appel du grand large, et quand ils sont candidats souvent à la domination du monde, comme on peut le voir, notamment parmi les 3 premiers d'entre eux, la Grande-Bretagne, les États-Unis et puis le Japon dans son genre, c'était pas triste. Bon, eh bien, ces empires coloniaux, ils doivent, avant d'investir le cœur du monde pour dominer le monde, ils doivent investir le Rimland. Autrement dit, le Rimland, c'est une zone médiane
c'est là que se trouvent les pays arabo-musulmans, c'est là que se trouve le Proche-Orient, le Moyen-Orient, mais aussi l'Europe occidentale et centrale, et la Chine, l'Inde, etc., qui se trouvent entre le pivot et puis les empires de la mer. Alors ça vous paraîtra un peu simpliste, mais quand on y réfléchit bien, ça décrit assez bien la logique des équilibres de force. Vous les preniez à n'importe quelle période, certainement à l'époque où ces messieurs écrivaient, mais à l'époque où nous parlons. Je trouve que ça décrit sensiblement bien l'ordre du monde et les conflits pour le conflit pour l'ordre du monde. Alors, l'ordre du monde, parlons-en, ou le désordre du monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors j'appellerai donc au départ la Seconde Guerre mondiale, on voit mal la question, notamment le Rhineland, le Heartland et tout ça, les empires de la mer, parce qu'il y a des empires coloniaux qui brouillent tout le paysage. Donc finalement le Rhineland, on voit bien la Chine, elle est trop grosse pour qu'on ne la voit pas, on voit bien l'Inde est colonisée quand même. Alors on voit bien l'Europe, parce que ça on sait par cœur, il y a plein de guerres et on voit plein de cartes, et puis c'est chez nous, quoi, disons. Et par contre, la ceinture arabo-musulmane, elle disparaît, arabe et ou musulmane, disons, elle disparaît largement sous les couleurs coloniales. Donc le vert de l'Empire français, je ne sais plus quelle couleur pour l'Empire britannique, et puis les étoiles, et puis ce qui appartient à l'Union soviétique, qui est inclus dans l'URSS. Et tout ça disparaît, il ne reste pas grand-chose finalement de monde arabo-musulman dans la carte de la ceinture arabo-musulmane à la fin de la Deuxième Guerre. Mais très vite, peu de temps après, il y a la décolonisation qui va venir, puis la création de la Chine populaire. Alors toutes les barrières vont sauter, et on va trouver le Heartland, le Rhineland, les empires de la mer, ils sont identiques à eux-mêmes, le Heartland aussi, en gros, que ce soit la Russie ou l'Union soviétique, c'est à peu près pareil, sauf que des morceaux entiers, des pans entiers de l'Union soviétique vont se détacher pour rejoindre le monde arabo-musulman, géographiquement s'entend, les colonies françaises qui vont être émancipées, les colonies britanniques, et on va trouver ce que l'on voit maintenant dans la carte géopolitique. Alors, le paysage ne sera jamais si net que ça, mais les États décolonisés vont faire un bloc qui va rejoindre globalement aux Nations Unies, dans la fameuse majorité automatique, chacun sa majorité automatique, qui s'alliera de facto au bloc socialiste. Après, la Chine, très vite, elle donnera l'impression de s'allier à la Russie, mais l'idylle ne durera quelques années, comme vous savez, et après, elle jouera son propre jeu. Ça sera une puissance maritime et terrestre, ça sera une puissance du Rhineland, mais en fait qui est proche de l'URSS, mais qui se fait prier, quoi. Alors, par conséquent, la fin de la guerre froide arrive. Je ne vous fais pas de dessin. Elle ouvre la voie. Alors, il y avait donc un ordre bipolaire pendant la guerre froide, le bloc occidental, comme on l'a vu, et puis le bloc, disons, adverse, qui était plus ou moins le bloc communiste, qui s'identifiait pas très bien, disons, quand même au Rhineland, à une partie du Rhineland, et puis les autres pays, ils étaient ballottés entre les deux blocs, puisque l'Europe occidentale, traditionnellement, c'était du côté de l'Amérique, il y avait l'Europe orientale, c'était du côté de la Russie, de l'espace russo-sibérien. La Chine, elle ne voulait pas prendre parti, etc., etc. L'Inde était encore très, très britannisée, et ainsi de suite. Alors, mais cet ordre bipolaire, brutalement, va disparaître. Au fond, personne ne l'avait prévu. Tous les devins politiques prévoiront la chute de l'Union soviétique une fois que c'est fait. Bon, d'ailleurs, sur des faux raisonnements, je me rappelle très bien quelqu'un qui a écrit beaucoup là-dessus, que je ne citerai pas ici, il n'est pas dans la salle, je pense pas de moi, qui a écrit beaucoup de livres sur la chute de l'Union soviétique, et qui disait que ça serait, en fait, qui voyait que ce serait les républiques musulmanes de l'URSS qui feraient sécession et qui susciteraient la chute de l'Union soviétique. Or, manque de peau, c'est pas du tout comme ça que... Et c'est pas du tout... Écoute, quand tu feras ta conférence, tu me poseras une question. Pour l'instant, je ne t'interromps pas, moi je t'interromps. Alors, pour ça, je suis... Si, ça j'ai lu, c'est pas toi dont je parle. Donc, mais il y a quelqu'un qui a écrit, et j'ai toujours dit, elle ne le dit plus maintenant,
c'est une dame. Et donc, oui, c'est assez éminent, elle n'est pas bête du tout, hein, pas ce que je veux dire, mais elle avait mal calculé son coup. Elle avait bien prévu la chute de l'Union soviétique, mais pas les raisons. Parce que les raisons, j'en veux les raisons, c'est que les républiques musulmanes de l'Union soviétique n'ont demandé leur indépendance que quand elles restaient seules. Quand, disons, les trois Russies, la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, décrétaient le 20 comme cadeau de Noël, le 24 décembre 1991, décréter la dissolution, constater la dissolution de l'Union soviétique. Et c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, et pas dans un autre. Alors on peut toujours dire c'est pas comme ça, puis chercher, de mon point de vue, c'est comme ça. Comme c'est mon avis, je le partage, et vous me permettez de le partager encore, même après vos conférences. Alors, l'ordre qui émarge, en tout cas, de la guerre froide, certains des esprits optimistes disaient « Chic alors, voici, c'est un ordre multipolaire qui va émerger, et c'est l'ordre multipolaire qui s'est imposé, parce que ça faisait un peu le bazar au départ. » Mais en réalité, comme je dis, c'est une grosse erreur ou un énorme mensonge, c'est les deux à la fois, je ne sais pas lequel le point. L'ordre qui émerge de l'épisode 1989-1991, c'est tout. Il ouvre la voie sur tout, sauf sur un monde multipolaire. Il ouvre la voie sur ce que beaucoup de gens appellent, et je trouve que c'est très juste, le moment unipolaire américain, qui commence immédiatement. Les États-Unis n'ont plus de puissance, disons, à leur dimension. Ils sont seuls au monde, ils vont régir le monde, ils sont indispensables, patati patata. Bon, alors donc, ce moment unipolaire va s'imposer sans contestation durant un quart de siècle. Et ceux qui diront l'inverse, il faudra qu'ils aillent voir les représentants de certains pays ou les citoyens de certains pays et lui diront des nouvelles de ce que c'était que cet ordre unipolaire. Outre la Yougoslavie démembrée, un pays qui était à la fois slave, communiste et en partie musulman, puisqu'il a été lourdement atteint dans sa partie musulmane, notamment pour la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, remis à des islamistes, mais plus tard, c'est un peu plus tard. Mais c'est néanmoins, ça fera la première victime, disons, des expériences. Le Kosovo arraché à la Serbie et le démantèlement de la Yougoslavie. Mais à part ça, ce sont souvent, disons, les pays du Grand Moyen-Orient de George W. Bush, alors je ne veux pas, bon, il y en a qui est très bien parlé tout à l'heure, qui feront les frais de ce qu'on appelle le messianisme américain. L'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, la guerre au Liban, les assauts sur la Palestine, l'acharnement sur le Soudan, le Yémen, puis en liaison avec les islamistes, l'assaut qui sera donné aux pays arabes laïcs et résistants, les pays de l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Libye, la Syrie, et j'en passe peut-être, et des meilleurs. Mais pardon si j'ai oublié quelques-uns, mais ils peuvent s'estimer heureux. Le saccage du droit international. Alors tout ceci est lié, il y a une notion qui est archi présente là-dedans. Si ça puisse passer comme ça, j'allais dire pas les doigts dans le nez, mais enfin les mains dans les poches en tout cas, c'est parce que progressivement, il n'y a plus de droit international. Il y avait l'effet de sidération, dont je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, qui jouait, et donc personne n'osait plus s'opposer à la puissance indispensable. Les États-Unis étaient tout puissants, ils le déclaraient, les néoconservateurs, qui étaient, bon, je ne sais pas mon sujet, mais enfin, les néoconservateurs le proclamaient sur tous les tons, et donc, voilà, la Russie était littéralement tétanisée, humiliée profondément et continuer à être sous un, je vais en reparler tout à l'heure mais brièvement parce que c'est pas le cœur du sujet, bon, disons, était dans le collimateur puisque toutes les républiques d'Asie centrale, turco-musulmanes ou irano-musulmanes qui étaient dans la ceinture et les pays du Caucase, globalement étaient l'objet de tentatives d'implantation déjà de l'OTAN, des bases américaines, des bases des pays occidentaux. Alors, finalement, le saccage du droit international. Ce saccage va se trouver, s'accompagner, s'exprimer par une violation systématique, progressivement systématique de la Charte des Nations Unies. La Chine et la Russie étant hors jeu, ils avaient toujours le droit de veto, mais ils ne voulaient pas trop se faire remarquer, ils avaient peur qu'il leur arrive un imprévu, et donc je pense que bon, les États-Unis, et avec leurs deux collègues occidentaux, avaient le libre passage. Alors, la violation systématique de la charte, la transgression des règles, la transgression des usages, la perte des formules diplomatiques, l'abandon du langage diplomatique, iront de pair, donc avec des nouveautés. Alors, d'une part, la politique occidentale qui va se réduire peu à peu à des sanctions,
d'abord, et la politique en même temps, la communauté, les Occidentaux qui vont se constituer, qui vont créer une notion qui s'appelle la communauté internationale, entre guillemets. Cette communauté internationale a ce site spécial, qu'elle n'est pas plus internationale que les trois pays qui la composent, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Bon, trois membres permanents trois grandes puissances, membres du Conseil de sécurité. Les deux autres, comme je l'ai dit, étant tétanisés et sidérés. Disons, il ne faut pas que je bouge, qu'on ne me remarque pas. Et je garde donc pas de veto, et donc je m'abstiens. Et je suis très gentil, je coopère. Voire je veux rentrer dans l'OTAN, et je veux ceci, je veux cela. Et je veux coopérer avec l'Occident. Alors, donc les tentatives de remplacer le droit international en même temps par des règles, c'est toujours à la mode. On dit que le droit international, c'est une affaire du passé, dans le monde d'avant. Dans le monde d'après, il doit y avoir non plus de droit international, mais des règles internationales, et édité un petit peu sur le mode des normes et règles dont on parlait pour les sanctions, c'est-à-dire édité par celui qui va en profiter. Alors devinez qui? C'est les États-Unis avant tout. Bon. Alors, et puis ensuite, la promotion des sociétés civiles. Alors ça a été la grande découverte, les sociétés civiles aux dépens des États. Et petit à petit, alors évidemment, ce n'était pas les sociétés civiles qui allaient devenir membres des Nations Unies, mais on essayait de donner la priorité, non pas à ce que disaient les États et leurs gouvernements, puisqu'il n'y en avait plus besoin. Il y avait déjà 3 États qui se chargeaient de gouverner le monde. Donc il n'y avait plus besoin de ça. Par contre, pour convaincre les peuples, il était utile de mettre le branle-bas de combat dans les sociétés civiles. Les sociétés civiles, ce sont les ONG, pour le meilleur et pour le pire. Alors donc, de plein de bonnes intentions, je loin de moi l'idée de dire que tout... Non, mais enfin, globalement, ça a souvent été instrumentalisé à mort, notamment les ONG américaines, donc qui étaient tout sauf non gouvernementales, puisqu'elles étaient financées par les gouvernements et dirigées et orientées par les gouvernements. Les fondations, alors bon, je ne vous fais pas, on en entend assez parler actuellement, en ces temps de post-Covid, de pré-Covid et d'anti-Covid. Bon, les think tanks, donc tous les centres de recherche, bon, c'est en soi, c'est un travail, je trouve que c'est un travail très très intéressant, mais disons, en Amérique, les think tanks je crois qu'il y avait toute une armée de think tanks, et ils avaient une option bien précise qui était de servir de bras armés, au fond, au desiderata, non seulement du gouvernement américain, mais qui lui-même était remplacé un peu, je pense, par les autorités militaires, par l'État profond, et puis par la CIA, les 17 agences de renseignement américaines qui existent toujours aux États-Unis. Alors voilà. Ce que j'appelle, bref, en fait, l'appareil de production industrielle et d'exportation de la démocratie. C'est eux qui ont été responsables de 2 types de manifestations dans le monde, mais qui reviennent un peu au même. Les révolutions de couleur, d'une part, c'est ce qui est arrivé en Géorgie, puis en Roumanie, mais également dans d'autres pays. On en a trouvé, je crois, au Kenya, on en a trouvé quelque part dans la Corne de l'Afrique. Et dans le monde arabo-musulman, ce sera les fameux printemps arabes, les révolutions mal nommées du printemps arabe. Alors, ça c'est les produits donc, de cet appareil de production industrielle de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr les populations avec des aspirations démocratiques peut-être, ainsi de suite, mais enfin globalement, ceux qui montent au créneau et ceux qui servent de canaux de direction, de propagation, d'émission, etc., ce sont des ONG qui avoueront souvent finalement avoir été formés et financés en Occident, et financés par des services de renseignement occidentaux. Alors en plus, je dirais qu'on retrouve en quelque sorte le symbole, c'est le symbole Otpor, moi je ne parle pas le serbo-croate, mais ceux qui parlent, ça veut dire résistance. Il y avait un symbole avec un point de V, etc., qu'on rencontrera non seulement dans toutes les révolutions de couleur, mais qu'on rencontrera dans tous les mouvements arabes qui étaient les moteurs des printemps arabes, dans tous les pays arabes et ailleurs, systématiquement. Alors, ensuite, il y aura le résultat de tout ça, enfin c'est peut-être un élément séparé, mais qui n'est pas le moins, mais je ne m'apesantirai pas là-dessus, le musellement de l'information et le développement de la pensée unique. Mais vous me permettrez de ne pas élaborer là-dessus, parce que vous aurez sûrement votre opinion si vous cherchez un peu. Sixièmement, les mensonges successifs, donc dans le droit international et dans l'activité internationale, ils vont baliser finalement, on s'aperçoit, il y a des grandes périodes dans cette avalanche de chaos, de destruction, une offensive, disons, des États profonds, des États profonds américains.
ces mensonges successifs baliseront la montée de la colère de la Russie humiliée et d'une Chine qui est quand même au début très prudente et qui ne va lâcher sa prudence que petit à petit et avant de s'enhardir comme on le voit maintenant. Bon, puis la contestation, puis la remise en question carrément de l'hégémonie occidentale, comme disait le président Macron. Alors, j'ai mis quelques dates, mais enfin on pourrait en ajouter d'autres. 1999, l'agression contre la Yougoslavie et la Serbie, le démantèlement de la Yougoslavie, je l'ai déjà signalé, sans mandat de l'ONU bien évidemment, et à la faveur de la sidération de la Russie. Ensuite, la Serbie qui perd le contrôle, perd le contrôle du Kosovo, et le Kosovo finira par se déclarer indépendant sans mandat du Conseil de sécurité, mais néanmoins en n'étant pas du tout condamné par le Conseil de sécurité, qui n'en peut l'être. Alors, 2003, l'invasion de l'Irak sans mandat, le grand mensonge de Colin Powell et de sa fiole, bon, malgré l'opposition de la France, de l'Allemagne et de la Russie. Alors on dira, il n'y a pas eu de résolution, parce que quand les résolutions sont pas votées, on ne parle pas de résolution. Donc, enfin, néanmoins, il y avait une opposition forte et librement exprimée, notamment par le ministre français, dont nous pouvons être fiers en l'occurrence, Dominique de Villepin, pour s'opposer avec son collègue allemand et son collègue russe, à s'opposer à l'invasion américaine de l'Irak. On sait ce que c'est devenu. C'était le martyre d'un peuple, la destruction totale d'un pays, le démantèlement, avec un proconsul qui ne connaissait pas plus en Irak que moi je le connais bien aux Esquimaux. Eh bien, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est l'invasion, le deuxième on peut dire que dans la foulée, il y aura la naissance du dossier nucléaire iranien. Oh, je pourrais être intarissable là-dessus, mais quand je dis la naissance, je vous laisse trouver, parce que je dirais la création du dossier nucléaire iranien, qui dure jusqu'à maintenant, comme chacun sait, mais qui pour moi n'était pas un dossier qui s'imposait toute éternité, mais qui a été un peu créé. Parce que, voilà. Ensuite, en 2008, l'indépendance du Kosovo, unilatérale, suite aux événements précédents. En 2011, l'attaque contre la Libye. Alors, avec la dénaturation, sinon la violation, du moins l'outrepassage, disons, de la résolution 1973 des Nations Unies du 17 mars, qui suscitera du coup la colère de Moscou et de Pékin. On entendra ici, enfin moi je ne les entendrai pas, mais des diplomates chinois et russes disaient à Paris, eh bien il n'y aura plus jamais de résolution libyenne, c'est fini. Et ce qui fut dit fut fait, puisqu'en 2011, comme il y a le début de l'agression contre la Syrie, qui a déjà commencé en mars 2011 en même temps, mais qui prend une tournure déjà, mais qui fleure l'intervention, eh bien, finalement, la Syrie sera investie par les ONG, alors il y aura les islamistes, l'alliance avec les islamistes, effectivement, qui va se manifester, donc on va reparler. Ce sont des acteurs actifs et non pas des acteurs de circonstances, c'est la coalition atlantico-islamiste. Et ensuite, donc, il y aura les ONG qui joueront un rôle très actif, bon, avec effectivement en manipulant des populations qui donneront les résultats que l'on sait. Je signale que pour rendre service, on est en train de fêter ces jours-ci l'entrée dans la 12e année de la guerre de Syrie, qui a fait 500 000 morts, qui a mobilisé quand même plusieurs centaines de milliers de djihadistes étrangers, c'est pas par centaines et des doses homéopathiques, et bon, voilà, et qui a fait je ne sais pas combien de milliards de dégâts. Alors, ces propos, alors, comme la Syrie va devenir là-dessus donc un conflit emblématique. Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 ans, ça sera le seul des pays arabes à ne pas être battu finalement militairement. Il sera en crise d'État, c'est sûr. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle est en État prospère, mais l'État n'aura pas été battu, l'armée n'aura pas été écrasée. Et elle ne doit pas seulement, comme disent certains, à l'intervention russe en 2015. C'est vrai que, bon, je vais y revenir un instant, mais disons en 2015, l'armée syrienne, de 2011 à 2015, pendant 4 ans et demi, avait tenu seule face à tous les djihadistes qui étaient déjà fort nombreux. Il y avait déjà appel à la guerre sainte, aux islamistes, etc., etc. Alors en 2015, effectivement, l'armée syrienne pèse et à ce moment-là, la Russie va décider d'intervenir et ça va sauver la mise à la Syrie.
Bon, certainement. Mais si la Syrie doit une fière chandelle à la Russie, on peut dire que la Russie doit une fière chandelle à la Russie, du point de vue de sa... non, là, qu'est-ce que j'ai dit? La Russie doit une fière chandelle à la Syrie, du point de vue global du dossier, de sa position, hein, qui est le dossier quand même... Enfin, alors, la Syrie, en tout cas, va devenir... Et puis enfin, la dernière date de la catastrophe, c'est la guerre d'Ukraine. Alors je ne vais pas rentrer certainement pas là-dedans, ni en controverse, ni rien du tout, et je ne veux provoquer personne, ni leur faire plaisir. Je dis, on notera, de mon point de vue, puisqu'on parle du Moyen-Orient, la moyenne-orientalisation du dossier ukrainien. Pourquoi? Il y a bien sûr la liaison via la Russie, mais également on notera qu'on retrouve la médiation israélienne qui existe, ou les tentatives de médiation israélienne. On voit les appels quand même de Zelensky, disons aux Juifs du monde entier, à venir combattre en Syrie ou sinon à venir s'y établir. On voit également l'irruption des islamistes, puisqu'il y a des mercenaires islamistes qui viennent se bagarrer en Syrie. Alors on parle même de mercenaires très très divers, enfin en tout cas. Et tout ça, et puis surtout, comme point commun, la reprise du récit mensonger qu'on a entendu pendant 11 ans et qu'on entend toujours maintenant sur la guerre syrienne, et qu'on entend maintenant depuis 11 jours, mais c'est un début, sur l'Ukraine. Voilà. Alors je vais aller plus loin. La Russie est donc, la Syrie est donc va devenir un conflit emblématique, pas seulement parce qu'elle est emblématique au Proche-Orient, dans le monde. Je vais vous faire quelques citations. La Syrie n'est pas seulement le berceau de la civilisation, comme on le dit toujours, et du monothéisme, ce qui est vrai. Elle est le cœur battant du monde arabe, c'est vrai, je pense. Le cœur battant du monde arabe, c'est ni au Caire, ni en Arabie Saoudite, ni ailleurs, dans le vaste monde, c'est en Syrie. À en croire les dirigeants américains eux-mêmes, elle détient les clés du Moyen-Orient. Il n'y a pas de guerre au Moyen-Orient sans l'Égypte, disait Kissinger, mais il ajoutait, mais il n'y a pas de paix possible sans la Syrie. Bachar el-Assad disait le 12 mars 2020 devant le Parlement, la guerre sur la Syrie n'est pas un cas isolé, mais une partie de la lutte internationale menée par l'Occident pour maintenir son contrôle sur le monde après avoir été secoué par la montée de puissances internationales qui refusent le monde unipolaire. Nous sommes confrontés, ainsi que le reste du monde, à une guerre longue et géographiquement étendue. On remarquera qu'il s'exprime presque comme M. Macron ou vice-versa. Ces propos recoupent les diverses déclarations de Vladimir Poutine, parce que ça vaut son pesant d'or quand même, disant à propos de la Syrie, le conflit de Syrie est le conflit central du siècle. La Syrie connaît la situation la plus difficile et délicate de toute l'Asie occidentale. La Syrie est la clé de l'avenir, tout ça c'est entre guillemets. Et le règlement du conflit syrien inspirera le règlement des autres conflits. Mais il est difficile à régler, sauf à changer la règle du jeu régional et mondial. Si vous voulez, je pense que ce n'est pas la peine d'en dire beaucoup plus sur ce que peut penser Vladimir Poutine. Encore une fois, comprendre ne veut pas dire seulement, ne veut pas dire forcément refuser ou accepter ou refuser. Comprendre, c'est comprendre. Si on ne comprend pas, c'est inutile d'en discuter et puis de parler comme ça, comme on entend qu'on le fait. Alors donc, ça c'est tout est entre guillemets dans ce que j'ai dit. Hein. Bon. Alors, il y a un intérêt, en plus, il ajoutait, il y a un intérêt commun entre Chine et Russie à faire sortir les USA de Syrie. Parce qu'il n'avait pas inventé ça, on s'en doute qu'il pensait, hein, pour libérer et ouvrir la voie terrestre entre Shanghai et la Méditerranée orientale. C'est également entre guillemets. Encore, il y a un accord entre la Russie et la Chine pour favoriser une entente directe entre Pékin et Damas. La Chine, aidée de l'Iran, est le seul pays ayant les moyens économiques et technologiques de sauver la Syrie. Alors, et enfin, le jeu des pressions réciproques des Américains et des Russes, et de plus en plus celle des Chinois, ne peut que se répercuter sur la scène syrienne. À Moscou, on précise, nous comptons sur la Chine pour assurer un équilibre mondial des forces avec les États-Unis et l'Europe. Quand vous avez toutes ces citations-là, je crois que c'est plus la peine de se demander pourquoi, mon Dieu, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Il l'a fait. Alors on aime ou on n'aime pas, bon, ça c'est à vous de décider, mais je pense que pour comprendre, en tout cas, c'est ça ce qui m'intéressait. C'est pas d'accepter de donner mon accord, il n'en a rien à faire, alors ce sur quoi je suis d'accord ou ce que je refuse, mais c'est ce que je voulais dire. Alors, le jour, d'ailleurs, il y avait le 4 février 2022, donc c'est vraiment tout à fait récent,
c'était le jour de la rencontre et de l'accord dit du défi entre Poutine et Xi Jinping, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas chinois, souligne que leur partenariat va bien au-delà d'une alliance sans être pour autant une fusion, mais qu'il se répercute sur toutes les capitales, dont Damas. Alors, je note aussi, sur le plan de la géographie et de la géopolitique, que la Russie est à peine une puissance étrangère au Moyen-Orient, puisque, disons, la Syrie peut être revendiquée comme faisant partie de son étranger proche, si on veut. Parce que la Russie appelle son étranger proche. Ce n'est pas une ancienne république de l'Union soviétique, mais voilà. Alors, l'intérêt que porte Moscou à la Syrie ne se résume pas à une Balnavas Atertus, au fameux accès aux mers chaudes de la Méditerranée, aux eaux chaudes, à une odeur de gaz ou même un reliquat de la présence soviétique dans le monde arabe. Il a des racines historiques et culturelles profondes. La grande Catherine de Russie disait en son temps, qui est assez récent, je crois bien d'ailleurs, qu'elle avait trouvé à Damas les clés de la maison Russie. Elle se référait ainsi à la sphère orthodoxe englobant les pays slaves, les pays helléniques et l'Orient arabe, dont le foyer est syrien. La guerre syrienne a donc joué, quand on dit ça, c'est pas seulement une manie ou une obsession d'un tel ou d'un tel, la guerre syrienne a joué un rôle fondamental et historique dans la montée en puissance de cette relation bilatérale très spéciale entre les deux géants, se rendant compte, la Chine et la Russie, qu'ils étaient tous les deux fondamentalement visés par les révolutions du printemps arabe, de même que l'Iran, force de frappe principale militaire en Asie occidentale. Alors, leur complicité dans la guerre de Syrie traduit leurs préoccupations communes en matière de sécurité nationale. Alors, je pense que, après le conflit emblématique, il a été choisi, pas pour les beaux yeux de la Syrie, il ne faut pas se faire d'illusions, mais en fait, il y avait quand même des racines profondes, religieuses, au fond, sentiments historiques, géopolitiques. Alors, il y a le fait que le conflit emblématique, parce que la Syrie est un État qui a résisté, la Syrie n'allait pas prendre un État qui était failli et dévasté, et où il n'y avait plus d'État, avec qui elle aurait pu soutenir. Donc, elle a choisi l'État syrien. La résistance ou la résilience, pour suivre le mot à la mode, de l'État syrien. L'appui politique de la Russie et de la Chine, non pas seulement depuis 2015, mais depuis 2011. Rappelons que le début de l'appui politique à la Russie, de la Russie et de la Chine, disons, pour empêcher une résolution libyenne sur la Syrie, remonte à octobre 2011. Ce sera le premier double veto russo-chinois à cette époque-là. Et donc, il sera suivi par une suite ininterrompue de veto. Je crois, et on notera pour dire oui, mais la Chine a fait semblant, elle ne fait pas du tout semblant, elle s'intéresse beaucoup. Je n'en veux pour preuve que le fait que la Chine n'aime pas le veto, dit-on, bien que je ne sois pas spécialiste de la Chine, mais sur sa longue histoire, depuis la reconnaissance de la Chine populaire, je crois qu'elle a dû faire 16 ou 17 vétos, en tout et pour tout, au Conseil de sécurité. Sur ces 16 ou 17 vétos, je crois que tous concernaient la Syrie, sauf 3 ou 4, qui concernaient Taïwan et Hong Kong, probablement. Donc ça va, en tout cas, il y a bien, sur les 17 vétos, il y en a bien 13 ou 14 qui sont consacrés au conflit syrien, en compagnie de la Russie, etc. Alors, l'appui politique, l'intervention militaire des forces, on l'a dit, et l'Iran et le traité nucléaire, finalement, font la consolidation de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Alors, je vais dire un mot à la fin pour terminer. La Russie, la Syrie et l'Ukraine. Alors que la guerre imposée à la Syrie va entrer bientôt dans sa 12e année, le conflit ukrainien s'apprête à entamer son 9e printemps, si je puis dire. C'est un moment crucial dans la lutte sans merci qui oppose Washington et Moscou, comme au bon vieux temps de la guerre froide. Poussé à son paroxysme par une connivence nouvelle entre Moscou et Pékin, vivifiée, faut bien dire, par l'arrogance de l'Amérique. Quoi qu'il en soit, l'enjeu global entre l'Empire atlantique et les deux géants de l'Eurasie, c'est ça le conflit global, est de taille. Le monde à venir sera-t-il américain, sera-t-il même occidental, comme celui d'avant? Oui ou non? Alors bon, la réponse est ouverte parce que c'est pas fini. Alors il est certes difficile de voir encore dans la situation syrienne l'héritage dévoyé d'un printemps arabe où les fleurs du jasmin ont disparu sous les relents délétères de la guerre sale ou de la guerre sainte, mais disons, il ne sert à rien de ne pas voir l'horreur qui a été parrainée et applaudie, en attribuant à Bachar el-Assad, la tête de turc des Occidentaux, les crimes des révolutionnaires et les méfaits de l'axe libyen et de ses proxys. Alors, le conflit ukrainien se présente tout à fait différemment. Vu avec les œillères de l'Occident,
c'est une révolution démocratique que défend depuis 2014 un pouvoir qui, entre nous, quand on voit beaucoup de documents, c'est un pouvoir à forte connotation fasciste et une cause occidentale, entre guillemets, bien que l'Ukraine soit très très orientale. Il y a eu quand même, c'est une cause occidentale, puisque 5 milliards de dollars auraient été dépensés pour les ONG, par les services américains, à la porte même de la Russie, pour le simple coup d'État du Maïdan en février 2014. Je vous ferai pour la jure de vous dire ce que c'est. Bon. Alors, ensuite, c'est pour défendre cette cause que l'Amérique, je noterai l'Amérique, je ne parle pas de l'Europe, que l'Amérique situe à des milliers de kilomètres poste ses GIs, son OTAN et ses proxys aux frontières de la Russie. Parce que c'est bien ça ce qui se pose, c'est pas l'inverse. Alors, l'intox accusant Moscou de vouloir envahir son voisin est banal. Or certes, il l'a fait. Alors bon, moi je ne porte pas de jugement. Enfin, oui, on peut porter un jugement. Alors c'est pas une question d'aimer ou pas aimer la guerre. Tout le monde déteste la guerre et moi, je la déteste particulièrement. Mais disons globalement, il faut distinguer entre celui qui fait une guerre et celui qui crée le piège qui va entraîner l'autre dans la guerre. C'est ce que j'ai appris. Alors, donc, ça fait partie, en tout cas, l'accusation qu'on accuse Moscou de vouloir envahir son voisin, c'est assez banal. Même d'avoir voulu, ça remonte bien avant le 22 février, d'avoir voulu envahir son voisin, c'est banal. Mais il y a ce que j'appelle, moi, le verlan, qui est la langue diplomatique favorite de tel ou tel pays, qui consiste à faire dire à qui fait partie du langage quotidien de certains pays, et qui fait dire à toute chose, qui transforme toute chose en son contraire. Par exemple, les pays, les peuples épris de paix, ce sont ceux qui déclarent la guerre, les amis d'un pays, ce sont ses ennemis, etc. etc., etc. Alors, on ne parle plus de révolution de couleur, synonyme de printemps arabe, pour qualifier un mouvement d'adhésion au rêve européen dans les pays qui seraient échappés du système soviétique. Ça ferait mauvais genre. Dans ces conditions, affirmer que l'avenir de la Syrie est lié à l'avenir du conflit ukrainien résonne comme une sorte de sacrilège. Vous n'allez pas mélanger des torchons avec des serviettes. Alors, on pourrait mettre, comme si on pouvait mettre sur le même pied un pays arabe qui a résisté aux injonctions et aux visées d'une Amérique qui porte le bien dans ses gènes, et un État dont le gouvernement a les yeux pleins d'étoiles, rêvant d'échapper au monde russe dont il est le berceau. Alors, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas vraiment, mais quand même, je résiste pas à la tentation. Dommage. Comment? Dommage, c'est passionnant. On va prendre beaucoup de choses. Tout à fait. Surtout moi qui suis l'Ukraine, oui. Quelqu'un, j'entendais, je lisais quelqu'un qui disait Poutine a dépassé les bornes, c'était avant le 22 février, en disant que les Russes et les Ukrainiens sont une même nation, appartenant à un seul espace historique et spirituel. Bon. Il a écrit, il avait l'air de la vertu ultragée, comment on ne va pas me faire googler ça. Alors, j'ai écrit la culture faisant souvent bon ménage avec l'ignorance, rappelant des éléments historiques, afin d'éclairer la lanterne de ceux qui ne veulent pas tout mélanger quand ça les intéresse. Alors l'Ukraine, pour moi, c'est pas un pays qui est étranger pour la Russie, c'est le berceau des trois Russies, celle de Moscou, de la Biélorussie et de l'Ukraine, l'Iran, la petite et la moyenne Russie. L'Ukraine est l'héritière de la principauté russe de bon, je vous passe tous les détails. C'est la mère de toutes les villes russes. Hein. On l'appelle comme ça depuis 882, fondation de la Russe, on appelle ça la Russe de Kiev. Alors les trois Russies sont les trois États héritiers de la nation russe, il y a plus de 1000 ans, de l'union des Slaves orientaux sous la bannière du christianisme orthodoxe. Ils vont rester donc sous la même bannière jusqu'au XIIIe siècle, puis après ils vont être annexés tous par l'Empire des Tsars, ils vont passer tous à l'Union soviétique, et tous les souverains russes ont été d'une façon ou d'une autre des descendants du père fondateur Oleg. Alors, la question de l'expansion vers l'ouest, c'est la fin de mon pinceau, du pinceau pour vous que je vous inflige. Donc, l'extension de l'OTAN vers l'est. Il y a eu toute une controverse un peu idiote et de mauvaise foi, comme toutes les controverses, au sujet, est-ce que le bon monsieur Gorbatchev, à Gorby, ça fait plus familier, donc, est-ce que le bon monsieur Gorbatchev, est-ce qu'on lui avait fait une promesse réelle, ou est-ce qu'il n'a pas pris ses envies pour des réalités, qu'il n'y aurait pas d'extension lorsqu'on discutait de la simple réunification de l'Allemagne. Donc le traité, je crois que c'est le traité de Moscou, qui allait décider de la réunification de l'Allemagne, à trois avec des garants et les deux Allemagnes. 12 septembre, oui, c'est ça, merci.
Donc, ça, est-ce qu'il y a eu l'extension? Alors après, je crois que dans la période récente, tout le monde faisait semblant de dire ouais, il est gentil, lui, peut-être c'est possible, ça nous a échappé, quoi. Mais c'est pas sérieux, il n'y a pas eu de promesse que c'est pas écrit. Alors on dirait Gorbatchev qui est hors jeu depuis 30 ans et qui doit être probablement l'homme le plus détesté de Russie et de l'Union soviétique du RSS. Je pense que bon, c'est pas à lui qu'il faudra, je l'entendais faire une interview, il ne parle pas, il n'utilise pas le mot guerre, c'était juste avant la fin février, il ne parlait pas du tout de l'Ukraine ni de la guerre. Bon, alors, en fait, comme on le sait, c'était l'argument majeur qui est brandi depuis 2004, c'est-à-dire les premières révolutions de couleur, la première en Ukraine notamment, et peut-être bien les premiers assauts en Géorgie, l'argument majeur brandi. Alors, parce qu'on n'en retrouvait pas de traces. Mais l'histoire étant maligne, quelquefois, il y a eu des témoins quand même oculaires et auriculaires. Par exemple, il y avait Roland Dumas. Roland Dumas, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, il était à cette époque-là, et il a fait encore une interview, il a 100 ans maintenant. Mais il ne perd pas la tête, il n'a pas Alzheimer, et beaucoup moins que beaucoup d'autres observateurs et orateurs. Il parle, il dit, bah, bien sûr que ça existait. Alors, il a dit le document, je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'il est, mais il a existé. Il y a bien eu des garanties qui ont été données dans notre présence par nous, par les Américains, etc., etc. Alors après, mais le fameux document, manque de peau, avec la manie actuelle de tout déclassifier, de tout découvrir, il a dit, il est paru. Il date du 6 août 1991. Il a été retrouvé et publié, imaginez-vous, le 7 mars 2022, c'est-à-dire c'est hier, par le Spiegel allemand, qui n'est pas un journal subversif, je crois, ni anti-allemand, mais qui montre que c'était bien une promesse. J'ai trouvé, je l'ai, le document quelque part, c'est un document secret, déclassifié, etc., etc. Et il y avait bien une promesse des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors ensuite, bon, les dirigeants russes n'avaient pas été les seuls d'ailleurs à prévenir que l'absorption de l'Ukraine par l'OTAN constituait une menace existentielle et qu'elle serait inacceptable par la Russie. Je note quand même, j'ai déjà noté M. Macron, qui prédit le nouvel ordre mondial, j'ai parlé de M. Dumas, qui était un grand ministre des Affaires étrangères, mais il y en a eu d'autres qui ont parlé dans le même sens, qui ont fait exactement. Alors, je ne vous infligerai pas tout ce qu'ils ont dit, mais même en deux lignes, il y a eu des sommités occidentales, j'avais repéré 15 noms, c'est pas rien. John Matlock, ambassadeur des États-Unis en URSS de 87 à 91, l'expansion de l'OTAN est une profonde bévue stratégique, entraînant, etc. Voilà. George Kennan, célèbre stratège de la guerre froide, en 98, l'expansion de l'OTAN serait une erreur tragique, avec une mauvaise réaction de la Russie. Bill Burns, ex-directeur de la CIA en 2008, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges. Il n'a encore trouvé personne qui considère l'Ukraine dans l'OTAN comme autre chose qu'un défi direct pour les intérêts russes. Henry Kissinger, qui déclare en 2014 tout simplement que l'Ukraine ne devait pas rejoindre l'OTAN. Stephen Cohen, chercheur américain en études russes, en 2014, si nous déplaçons les forces de l'OTAN vers les frontières de la Russie, ça va militariser la situation et la Russie ne reculera pas car c'est existentiel. Malcolm Fraser, un ancien Premier ministre australien, déclare en 2014 que le mouvement de l'OTAN vers l'Est est provocateur, imprudent et envoie un signal très clair à la Russie. George Hersheimer, universitaire de renom, écrit en 2015 que l'Occident mène l'Ukraine sur la voie de la guerre et que le résultat final est que l'Ukraine va faire naufrage. Ce que nous faisons, c'est en fait encourager ce résultat. Robert Gates, secrétaire de la Défense, écrit dans ses mémoires en 2015 « Agir si vite pour étendre l'OTAN est une erreur. Essayer d'amener la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN est vraiment exagéré et constitue une provocation monumentale. » William Perry, secrétaire à la Défense de Bill Clinton, explique que dans ses mémoires que l'élargissement de l'OTAN est la cause de la rupture des relations avec la Russie et qu'en 1996, il s'y opposait tellement que sous la force de sa conviction, il avait envisagé de démissionner, mais il ne l'avait pas fait, parce que c'était un homme sage. Noam Chomsky, grand intellectuel américain, déclare en 2015 « L'idée que l'Ukraine puisse rejoindre une alliance militaire occidentale serait tout à fait inacceptable pour tout dirigeant russe. Le désir de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN ne protégerait pas l'Ukraine, mais la menacerait d'une guerre majeure. »
Vladimir Pozner, journaliste russo-américain, déclare en 2018 que l'expansion de l'OTAN en Ukraine est inacceptable pour les Russes et qu'il doit y avoir un compromis où l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN. Enfin, Jeffrey Sachs, économiste libéral, écrit en 2022 dans le Financial Times que l'élargissement de l'OTAN est complètement mal avisé et risqué. Les vrais amis de l'Ukraine et de la paix mondiale devraient appeler à un compromis entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie. Et enfin, Sir Roderick Lang, ex-ambassadeur britannique en Russie, déclare en 2021 « Pousser l'Ukraine dans l'OTAN est stupide à tous les niveaux ». Il ajoute « Si vous voulez déclencher une guerre avec la Russie, c'est la meilleure façon de le faire ». Et j'ajouterais, donc j'ai parlé de Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, j'ajouterais bien évidemment Dominique de Villepin, qui ne disait pas une chose, c'était à propos de l'Irak. Et il l'a dit, en fait, quand il a été interviewé, il tenait des propos semblables à propos de l'Ukraine. Je l'ai entendu à la télévision. Voilà, ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, le précédent, sous François Mitterrand. Donc, il n'y aura pas de, quand je dis pas de paix au Moyen-Orient, sur le retour à un monde multipolaire civilisé, régi par le droit, ça va de soi, l'hégémonie occidentale est-elle solide dans l'ordre en gestation? Et ça, je doute un petit peu qu'elle soit. Je pose la question, mais il faudrait qu'elle le soit. La seule façon qu'elle le soit, c'est qu'il y a un accord international, ou que ça soit pas, là, que ça apparaisse pas comme une espèce de reddition du terrain. Il faut que ça soit une négociation par le droit international. Mais comment le ressusciter, ce diable de droit international, quand on a tellement fait pour l'abattre et pour le supprimer? Excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Je vous remercie.